Alain Vadeboncoeur est médecin urgentologue et dirige les services d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Partisan déterminé d'un service public de santé, il intervient souvent sur la scène médiatique pour défendre les droits des patients, autant que pour expliquer les soins et le rôle d'une équipe médicale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Notre ambition, elle est simple, c'est de nous aider à mesurer les enjeux qui traversent, les principaux enjeux qui traversent notre temps, et puis d'essayer de dégager des alternatives par rapport aux problèmes que ces enjeux mettent en valeur, si j'ose dire. Et aujourd'hui, parmi ces enjeux, un qui est très cher aux Québécois, très cher dans tous les sens du mot, ce qu'on appelle la santé, qui est un mot un peu bizarre qu'on va essayer de cerner d'ailleurs, avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Alain Vadeboncoeur. Bonjour. Bonjour aussi en arrière, il y a quelqu'un qui, non pas épie ou piège, mais qui prend des notes, comme on dit, et qui va nourrir notre deuxième partie, c'est Thérèse Miron. Qui va jouer le rôle de réactrice, vous savez, comme un avion à de la poussée, pour nous amener à un niveau supérieur de réflexion. Alors, Alain Vadeboncoeur, d'abord, peut-être tout simplement dire, je m'excuse de relever l'hérédité, mais vous êtes le fils de l'autre. Je suis le fils de l'auteur, comme on dit. Je descends de l'auteur, on pourrait dire. Oui. Et effectivement, donc, de Pierre Vadeboncoeur, qui est écrivain, syndicaliste aussi, effectivement. Oui, un des grands, j'allais dire, un des grands pères du syndicalisme de la CSN en particulier. À la CSN, oui, de 1950 à 75, effectivement. Oui, c'est ça. Bon, alors je voulais saluer sa mémoire parce que je l'ai relativement bien connu à la radio en particulier. Mais on revient à ce qui nous réunit aujourd'hui. Merci d'abord d'être venu. Il y a une notice biographique qui est passée qui explique que si les gens ont des maux cardiaques, ils peuvent toujours téléphoner pour un éventuel rendez-vous dans quelques mois. Moi, je prends seulement les urgences. Hein. Donc, quand ça va mal, je suis ouvert à voir n'importe qui. OK. Alors, sans jeu de mots, bien sûr, mais vous êtes au cœur de la problématique de la santé puisque vous êtes le patron de l'urgence de l'Institut sacré. L'Institut, non, il n'est pas sacré. L'Institut de cardiologie de Montréal. Il est resté laïque. Il y a vraiment pas un endroit qui est plus significatif que ça. On va parler de cet aspect, la gestion du temps, qui ne doit pas être facile, mais avant, la santé, tout le monde a l'impression que la santé, c'est dans la nature des choses, comme les pharmacies sont dans la nature des choses, les médecins aussi. Est-ce que c'est un droit véritable, ou est-ce que c'est, et donc un service public, ou est-ce que c'est une marchandise, une business, ou entre les deux? Comment on peut situer ça? Donc, vous parlez de la santé comme peut-être des soins de santé, on pourrait dire. Parce que la santé, j'ai l'impression que c'est un état que je qualifierais simplement peut-être d'état d'équilibre. Et moi, comme urgentologue, je soigne les grands déséquilibres de la santé, si on veut. Mais évidemment, si vous parlez des soins de santé, à mon avis, c'est un projet de communauté, les soins de santé. C'est une mise en commun d'expertise, de ressources, de connaissances, pour essentiellement s'occuper d'abord s'occuper, je pense, des grands malades, qui est probablement le premier objectif des systèmes de santé, parce que ça coûte très cher, ça demande beaucoup de ressources soigner des grands malades. Et on sait que très, très peu de gens, effectivement, utilisent pratiquement la moitié des ressources du système de santé. Donc, ce sont les grands malades qu'on hospitalise beaucoup. Je pense que c'est d'abord ça le cœur du système de santé ou de l'offre de soins de santé, mais c'est aussi, évidemment, prendre soin des gens. Et là, on peut aller très loin, évidemment, dans l'accompagnement, dans la santé, dans la prévention. Et il y a plusieurs niveaux à ça. Mais d'abord, moi, je pense que c'est un projet de communauté, tout simplement, où on met en commun ce qu'on a de mieux dans chaque société pour s'occuper du bien-être physique et, espérons-le, mental des gens, tout simplement. OK. Mais quand on regarde la réalité, on s'aperçoit que les médicaments coûtent de plus en plus cher. On va pas inonder les gens de statistiques, mais c'est ça. Et les gens pensent qu'on a une carte de crédit dans la poche et on paye jamais les comptes. Autrement dit, il y a un aspect de l'argent quand même en arrière, très fort, très qui est puissant. Énorme. Oui, surtout quand vous parlez, par exemple, des médicaments. Et ça, j'avoue que c'est pas uniforme. Hein. Au Québec,
on paye les médicaments, par exemple, l'ensemble des médicaments, 30 plus cher au Canada, qui est probablement le deuxième endroit dans le monde où ça coûte pour ce qui est des coûts des médicaments. Donc, évidemment, il y a énormément d'argent dans le système de santé. Par contre, il y a aussi beaucoup de mythes autour de l'argent dans le système de santé. Par exemple, la part des dépenses publiques investies dans nos sociétés, dans le système de santé au Québec ou au Canada est relativement stable sur des longues périodes de temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on parle toujours de l'explosion des coûts. Oui, on dit que ça va bouffer la moitié du budget, etc., de l'État, c'est pas ça. Il y a une certaine croissance, mais qui est pas si forte qu'on le prétend souvent. Donc, mais par contre, c'est vrai que soigner des gens comme on le fait, c'est très différent ici de ce qu'on fait ailleurs ou dans des pays, évidemment, qui ont moins de moyens, ça coûte cher. En fait, être soigné, c'était la première cause de faillite au Québec avant l'assurance hospitalisation, donc ça fait pas si loin que ça. Donc, les gens perdaient leur maison, leurs avoirs parce qu'ils étaient malades. C'était l'endroit où il y avait le plus de risques, dans le fond. D'où l'idée d'assurance. Une assurance, donc une mise en commun de ressources pour être capable, justement, de... Bon, la santé est un peu mal répartie pour beaucoup de raisons, mais on peut tomber extrêmement malade. Et effectivement, si on doit simplement envisager de débourser, on ne pourra pas. Aux États-Unis, c'est encore une cause extrêmement importante de faillite, d'ailleurs, où il y a moins de couverture. On appelait ici les faillites malignes, d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Oui, ça. C'est un terme approprié, effectivement. Les archives des tribunaux en sont encore pleines de ce genre de dossiers dramatiques. Ouais. Mais j'insiste quand même sur la dimension de l'argent. Vous êtes dans un service public. Mais tout le monde sait, enfin, tout le monde sait, c'est entre le savoir et le préjugé. Hein? Mais la castonguette qui tire à je sais pas combien d'exemplaires dans l'institution gériatrique du coin, et puis le médecin qu'on voit sortir avec une BMW de la dernière année. Ouais. Personnellement, je roule en Mazda 2, donc ça s'applique peut-être pas tout à fait à moi. Mais pour ce qui est des dépenses, c'est vrai, en Amérique du Nord, puis ça, je pense que c'est un phénomène nord-américain, beaucoup. Les médecins, effectivement, sont très bien payés. Plus qu'en Europe, effectivement. Plus qu'en France, notamment. Et donc, oui, c'est une profession libérale qui, non seulement a essayé de garder le plus d'autonomie possible, et c'est pas seulement au Québec, là, je pense que c'est assez général, mais effectivement, qui est très bien rémunérée pour ce qu'elle fait. Et c'est vrai que ça compte dans l'équation. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on parle de l'Amérique du Nord. Oui, la médecine est très bien payée aussi, mais dans un système qui a toutes les apparences d'un système beaucoup plus socialisant, à l'image de celui qui est européen. Fait que moi, je définis beaucoup que notre système de santé et la pratique médicale à l'intersection de cette pratique médicale libérale en Amérique du Nord, au sein d'un système qui est quand même très complet, en tout cas du point de vue médical et hospitalier, qui est le système canadien ou québécois. C'est ça. Mais alors, j'insiste encore, parce que le préjugé est quand même très fort. Si je veux que mon fils réussisse, il faut qu'il la médecine, plus les sciences de la gestion, ça va en faire un millionnaire, non? Ouais, ça dépend beaucoup des pères, parce que moi, je suis un peu le mouton noir de ma famille. Oui. Et mon père n'aimait pas du tout la profession médicale. Il a dû écrire des trucs extrêmement durs sur la profession médicale. Il n'aimait pas beaucoup son corps non plus, de toute manière. C'est-à-dire qu'il était hypocondriaque. Oui, donc, ça jouait peut-être dans sa perception. Mais c'est vrai que la pratique de la médecine, chez nous, c'était pas quelque chose qui était encouragé. J'étais un déviant dans ma famille en choisissant ce métier horrible. Mais il reste que, effectivement, moi, je considère que c'est un métier magnifique, avec une très, très grande variété de choix qui est immense. Évidemment, très bien rémunéré aussi. Donc, moi, j'avais choisi maths ou médecine. Honnêtement, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les maths. Et j'ai choisi médecine à la dernière seconde. J'avais pas un élément de vocation important, mais j'ai jamais regretté ce choix-là. Okay. Je considère que vraiment c'est un métier qui moi m'a toujours beaucoup, beaucoup inspiré. Que j'ai jamais regretté une seconde le choix, ni la pratique d'ailleurs. Vous parlez malgré les difficultés que ça peut avoir. De mutualiser les risques. Alors on comprend. Il y a la silhouette de Castonguay qui nous arrive en arrière avec la carte soleil. Ceci dit. Est-ce que c'est pas devenu une espèce d'énorme industrie qui s'auto-entretient beaucoup plus qu'elle ne compatit, qu'elle n'accompagne les maladies? Alors, bon, j'ai pas dit que je suis pas en train de parler d'erreur médicale ou de scandale, là, mais je veux dire, il y a un mouvement d'argent toujours derrière ça, pas forcément au niveau subjectif, mais au niveau collectif, qui peut poser beaucoup de questions, non? C'est-à-dire que, d'une part, oui, il y a beaucoup d'argent en cause. D'autre part, on a, à mon avis, à mon humble avis, une préoccupation, puis là je parle comme société, qui est peut-être même excessive par rapport
au dépistage, au maintien de la santé, alors que dans bien des cas, on fait plein de choses inutiles là, qui ne servent à rien. Tu sais, les gens s'attachent beaucoup avec le développement technologique de la médecine, avec, par exemple, à passer un bilan annuel ou des prises de sang annuelles, des trucs qui ne servent absolument à rien pour se maintenir en santé, parce qu'on sait très bien que la plupart des préventions fonctionnent plus ou moins de type dépistage, alors que les trucs qui fonctionnent, c'est beaucoup plus l'exercice, l'alimentation et bien sûr tous les paramètres sociaux, le revenu, le travail, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on fait comme médecin pour prolonger la vie des gens. Ça, c'est démontré. Hein? La vie humaine s'est allongée d'à peu près 30 ans au 20e siècle. On en attribue à peu près 8 à la médecine. Le reste, c'est pas ça. C'est les programmes sociaux, c'est la salubrité, c'est la prévention. C'est l'eau du robinet. Absolument. C'est des trucs de base. Ouais. Et donc, je pense que les gens ont développé avec les médecins aussi une espèce d'obsession technologique de dépistage, de trouver. Et beaucoup de médecine, beaucoup de dépenses sont là-dedans, là, et ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je critique ça quand même pas mal. Je pense que les gens en mettent beaucoup trop sur le dos de la médecine pour assurer leur qualité de vie. Alors qu'ils devraient se préoccuper peut-être plus d'aller prendre des marches tous les jours. C'est ça. Par exemple. C'est ça. Autrement dit, c'est un style de vie qui finalement est beaucoup plus important que ce qu'on peut acheter chez des pharmaciens, y compris les amis qu'on nous y promet. Oui, style de vie et aussi état de la société. C'est clair que quand une société est plus égalitaire, qu'il y a plus de redistribution, qu'il y a des meilleurs programmes sociaux, c'est clair que ça va mieux. Entre Hochelaga et Westmount, il y a 10 ans de différence d'espérance de vie. Là. C'est pas rien. Et donc, c'est clair que ces déterminants-là, on s'en préoccupe peut-être comme médecin pas assez. En même temps, c'est pas non plus notre champ d'expertise principal. Il faut pas se penser bon en tout. Mais il reste que c'est des déterminants beaucoup plus importants, probablement. On a l'impression d'ailleurs que quand on regarde le budget puis la perception du politique, je parle pas du titulaire actuel, mais le ministère de la Santé, c'est le gros ministère, alors que si on vous suit, ça devrait être le ministère de l'Éducation, non? Ben, un bon exemple de ça, l'éducation, où il y a beaucoup de trucs qui sont en lien avec l'industrie. L'offre de malbouffe, par exemple, c'est un élément. Il y avait, il y a 3 ans, une politique de prévention qui avait été mise sur pied, mais qui n'a jamais finalement été appliquée. Donc, et ça touche effectivement tous les ministères. Parce que la prévention, c'est d'abord mettre les enfants à l'exercice, s'assurer qu'ils mangent un peu mieux que ce qu'ils font maintenant. Évidemment, le tabagisme, ça va assez bien. On diminue quand même pas mal le tabagisme depuis 20-30 ans. Mais c'est des politiques sociales là, qui sont importantes. Et effectivement, ça dépasse de beaucoup le ministère de la Santé. Ceci dit, au Québec, on a quand même la particularité d'avoir joint les deux. Donc, santé et services sociaux, où il y a une certaine intégration, si on veut, de politiques sociales qui permettent justement le support aux revenus, par exemple, avec des politiques de santé, ce qui est pas mauvais là, comme point de départ. OK. Alors, deuxième thème, là, on tombe dans la technologie, mais peut-être aussi dans un usage du temps assez particulier, puisque vous êtes urgentologue. J'allais dire le temps presse pour en parler, mais c'est pas seulement un jeu de mots. Tout doit aller très vite. Or, tout le monde sait très bien que l'urgence est encombrée. Monsieur Couillard a fait bâtir, quand il était ministre de la Santé, un certain nombre d'urgences. L'architecture est magnifique. Ça n'empêche pas les gens d'attendre entre 7 et 10 heures, des fois, d'une façon vraiment incompréhensible en plus, en regardant une télé insipide et puis en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me méprise tant que ça? Vous avez pas cette expérience-là au Sacré-Cœur, à l'ICM. Décidément, je mets du cœur partout. On est un tout petit hôpital et on est une petite urgence, hein, et ça joue avec on n'est pas un centre de trauma. On a déjà des patients qui sont très différents des patients en moyenne. Ceci dit, ils sont quand même très malades par rapport à les patients d'une urgence en général. Mais c'est un problème assez, je dirais pas particulier au Québec, mais on a été pratiquement les champions du monde dans ce domaine-là de l'attente. Et quand les Européens nous regardent, quand les Canadiens même nous regardent, bien qu'au Canada actuellement, ça change pas mal pour le pire, là. Mais il reste que d'attendre 12 heures pour voir un médecin, c'est un concept à l'urgence, c'est un concept très québécois, qui est très contradictoire. Très contradictoire avec ce qui est l'essence même de la médecine d'urgence, est non pas nécessairement d'aller trop vite, parce que des fois, il faut aussi ralentir dans l'urgence pour être capable de prendre les bonnes décisions. Mais effectivement, le but, c'est de soigner les gens rapidement quand ils ont des conditions graves. Ceci dit, ça se fait, ça. Je pense que le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a une utilisation de l'urgence qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs, probablement à cause, en bonne partie, de la façon dont on a bâti le système et de la faiblesse de la première ligne. Parce que dans le fond, moi je dis toujours qu'au Québec, on voit son médecin pour un suivi, peut-être souvent peu utile si on est en bonne santé,
Et quand on est malade, ben, on va voir quelqu'un d'autre. Ce qui est un peu contradictoire parce que le médecin, normalement, son rôle, c'est de voir son patient quand il est malade. Mon grand-père, c'est ce qu'il faisait dans son village. Il allait voir les gens quand ils étaient malades et non pas quand ils étaient en bonne forme. Et donc, cet aspect, la faiblesse de la première ligne fait en sorte que les gens qui ressentent des malaises, entre autres à cause de l'anxiété qu'on a discuté tantôt, la crainte de la mort, la crainte de la maladie, ben, vont se retourner là où ils peuvent voir un médecin. Et pourquoi? Parce que les médecins veulent pas aller chez vous, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'on les paye pas assez, parce que... Ouais, ben, en fait, ça, il faut quand même comprendre que, d'abord, si on parle de visite à domicile, comme ça se faisait il y a assez longtemps, ça se fait plus beaucoup au Québec, mais il faut comprendre qu'il y a des différences fondamentales entre les systèmes européens et le nôtre. Puis la première différence, c'est pas l'organisation, c'est le nombre de médecins. En France, on a 20, 30, 40 plus de médecins dans certains domaines. C'est vrai pour tous les pays européens. Et donc, il y a déjà une masse critique de médecins qui sont prêts à faire des choses très différentes que simplement attendre les patients à leur bureau, simplement pour rejoindre leurs patients. Et c'est vrai que c'est une bonne façon de répondre à certains besoins. Une personne âgée qui ne peut pas se déplacer, on est obligé de l'envoyer à l'urgence alors qu'une visite à domicile, comme ça se fait encore un peu, serait la meilleure façon. Par contre, est-ce que c'est la meilleure façon d'aller soigner, bon, je sais pas, un jeune enfant de 4 ans qui fait un peu de fièvre? Honnêtement, je pense pas, là. Mais il reste que, comme il n'y a pas d'offre de première ligne intéressante, comme les médecins ne vont pas à domicile, ben les gens sont pas fous. Ils vont à l'urgence, ou en général, hormis le fait qu'on attend, en général, les soins sont de qualité, avec un accès à ce qui doit être fait. Et si on a vraiment une condition urgente, on va être pris en charge rapidement. Mais il reste que le problème, c'est un problème de première ligne. Il y a un problème aussi d'offre de soins. Il veut pas. Tu sais, à Montréal, on a fermé 10 hôpitaux dans les années 90. 10 hôpitaux, c'était quand même, je pense, c'est 2000 lits là, de mémoire. C'est quand même... Donc, il y a à la fois l'attente avant de voir le médecin, mais il y a aussi le problème québécois de rester sur une civière en attendant de monter. Et ça aussi, on a un problème assez spécifique au Québec, disons, qui est plus évident qu'ailleurs. Mais c'est facile à corriger au niveau de mon cerveau. Ouais. Mais au niveau de la pratique, même si demain, ce qui ne devrait pas arriver, heureusement pour tout le monde, j'étais nommé au gouvernement, il y a quelque chose qui bloquerait. Qu'est-ce qui fait que ça bloque alors que tout le monde sait que ça serait plus accessible, ça serait moins cher pour tout le monde, donc on paierait moins d'impôts ou on le mettrait plus dans d'autres missions gouvernementales? En fait, il faut regarder chaque problème à sa façon. Si on parle de la première ligne, oui. il y a beaucoup de paramètres qui jouent. D'abord, il y a le nombre de médecins. Si on se compare à l'Europe, il y a quand même pas mal moins de médecins ici. Donc, ils doivent nécessairement s'orienter sur une pratique qui va être différente de celle des Européens. Il y a la question, je pense qu'il y a une résistance au changement dans la profession médicale de façon générale, une difficulté de s'ouvrir à des nouvelles façons de faire, à voir les gens quand ils sont malades. Et je pense que le développement d'une médecine de suivi, dont je parlais tantôt, où on voit les gens annuellement, mais finalement, pour faire quoi? Ils sont en bonne santé, ils n'ont pas grands symptômes. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est prouvé, en fait, que ça donne pas grand-chose pour la santé. Je pense qu'il y a de tout ça. Il y a aussi le fait assez québécois qu'on a bâti un système sur la médecine de famille, ce qui est probablement en soi une très bonne chose, mais les médecins de famille sont beaucoup à l'hôpital, probablement 40-45%, et peut-être plus parmi les jeunes médecins de leur pratique, soit par choix ou soit parce qu'ils sont forcés de le faire, ce qui fait qu'ils ont moins de disponibilité pour être en première ligne pour voir les patients. Et ça, c'est un déséquilibre assez fondamental qui est très québécois aussi, qui a dérivé vers ça depuis 25 ans et qui est un gros facteur. Donc, c'est des gros facteurs. On peut pas juste dire on va changer la donne sur la façon de faire et penser que tout va bien aller demain. Il faut vraiment penser à des réformes en profondeur du fonctionnement et c'est pas facile de faire ça. Okay. Est-ce qu'on pourrait pas, c'est des vieux souvenirs qui vont nous rajeunir, la médecine aux pieds nus, les pèlerins de la santé communautaire, finalement, en Chine et ailleurs, d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait pas développer ça? On a parlé de super infirmières, même pendant un moment. Encore là. Mais là, il y a de la bagarre, là. Hein? Ben, ce qui a empêché ça, il y a eu une résistance médicale tout le long du 20e siècle à ces développements-là. Là, ça a commencé avec les sages-femmes, bien avant le 20e siècle, où la profession qui était très présente au Québec a été pratiquement... Et ça, c'est nord-américain et c'est de la résistance. Les infirmières, c'est la même chose, parce que c'est un modèle un peu plus ontarien, ça. Et ça commence ici, mais on est très en retard. Autrement dit, il n'y a pas eu d'alternative à ces problèmes-là. Mais je pense que la médecine les médecins ont une responsabilité là-dedans qui est assez importante. Ceci dit, on ne peut pas demain matin non plus renverser ça. Parce que, je veux dire, c'est des systèmes complexes. On ne peut pas juste prendre une solution ailleurs, l'appliquer. Ça prend
changements profonds dans les mentalités, la formation, et ça prend donc des 5, 10, 15 ans à faire. Sauf qu'il faudrait peut-être commencer à y penser pour dans 5, 10, 15 ans, comme on voit ce système-là. C'est ce qui manque beaucoup, moi, je pense, dans les réflexions. J'ai le goût, pour les 3 minutes qui nous restent, pour cette première partie, de vous interroger sur la mort. On en parlait tout à l'heure, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est on a fait reculer la mort, mais c'est comme si il y avait maintenant dans la vie un accouchement au début, bien sûr, et un autre accouchement à la fin. Je me demande si c'est pas d'ailleurs à peu près équivalent. Il faut 9 mois et quelques semaines pour mourir maintenant en moyenne, alors qu'on mourrait. Ma grand-mère est morte en 8 jours. Bon. C'est la mort lente, finalement. Pour un urgentologue, ça doit poser des questions ou nourrir sa méditation, non? Ben, il y a 2 aspects. Nous, effectivement, ben, moi, j'ai un métier où je suis pas constamment, mais très fréquemment en relation avec la mort. Beaucoup de patients arrivent en arrêt cardiaque. J'ai des patients qui meurent devant moi, ni plus ni moins. Et il y a aussi toute la maladie chronique, la grande maladie chronique, où l'urgence n'est sûrement pas le meilleur endroit pour prendre des décisions, genre, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on arrête les soins là? C'est toujours très difficile parce qu'on est au milieu de l'action. Donc, il y a une espèce de contradiction entre ma temporalité qui est dans l'immédiat, les décisions qui doivent être prises rapidement, et des gens, effectivement, qui ont un parcours, des fois, de plusieurs années de grandes maladies. Et là, il faut prendre des fois au terme d'une discussion avec le patient ou la famille, des décisions qui ont beaucoup d'impact. Et je dirais qu'il manque à notre médecine, à notre façon de faire, beaucoup cette réflexion-là préalable, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on doit faire avec quelqu'un qui devient très malade. Et on commence à avancer là-dedans depuis peut-être 5-10 ans. C'était assez bien pour les gens qui avaient le cancer, les soins palliatifs, ça fait longtemps que ça existe, mais pour toutes les maladies chroniques souffrantes, on est à peine au début des réflexions. Donc, est-ce qu'on laisse quelqu'un mourir? Est-ce que, surtout un endroit comme le mien, à l'Institut de cardio, l'idée de laisser un cardiaque mourir, c'est très récent. Parce qu'on sait qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Donc, une fois que la personne est opérée 3 fois, qu'elle a 88 ans et qu'elle est en défaillance totale du cœur, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Et ça, c'est très questionnant. Puis pour moi qui est au cœur de cette espèce de carrefour où ça se passe souvent, ben c'est pas évident, ces réflexions-là. C'est l'aspect gestion responsable, mais pas au sens business, évidemment. La gestion humaine et puis la gestion collective aussi, parce qu'il y a des réalités économiques dont il faut tenir compte. Ben, merci beaucoup. Vous allez évidemment rester et nous accompagner durant toute cette émission. Puis en deuxième partie, donc je vais maintenant aller rejoindre notre réactrice en espérant qu'elle ne me fustigera pas pour ce choix du féminin. Thérèse Miron. Thérèse Miron est journaliste et rédactrice multimédia au service de l'information chez Ovidec. Dans une vie antérieure, elle a été membre du département de sciences religieuses de l'UQAM. Elle reste une théologienne critique à respectueuse et féconde distance du prêt-à-penser en la matière. Thérèse, ça va bien? Oui, ça se maintient. Alors, évidemment, hein, on connaît ce métier. 20 minutes avec Alain Vadeboncoeur, c'est comme demander une pilule et croire que la pilule va sauver le monde. On est obligé de se concentrer. Alors, j'ai choisi 3 thèmes. Alors, on pourrait peut-être les reprendre les uns après les autres. Notamment, j'ai commencé par l'argent, la dynamique du business qui draine tout le temps ce qu'on appelle le système ou le réseau de la santé. Oui, ben en fait, moi je pense que de l'argent, il en faut. Oui. Dans n'importe quel ministère, vous avez évoqué le ministère de la Santé, l'Éducation. Bon. Maintenant, qu'il y ait des gens qui utilisent la santé pour en faire un profit marchand, ça, c'est une autre paire de manches, parce que ça existe. Et, bon, bien sûr que il faut être avisé de ça. Maintenant, comme il a été dit, c'est par les temps qui courent, c'est très difficile de changer quelque chose et dire tout le monde va suivre et puis ça va assez bien aller. Ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui ont leur territoire, ils veulent le protéger, d'autres qui sont des directeurs, d'autres ci, d'autres ça. Alors, il y a comme c'est difficile d'harmoniser.
Et bien sûr, ben, avec les conséquences que ça peut occasionner, comme on vit actuellement dans le système de santé, on entend toujours parler de, entre guillemets, au niveau de la structure, j'entends, de mauvaises nouvelles, ça tire à droite, ça tire en haut. Mais je trouve que on oublie souvent de dire, et pour l'avoir vécu et avoir été témoin d'autres personnes, que les médecins, j'ajouterais, les urgentologues, les policiers, les pompiers qui viennent chercher les gens à leur domicile ou dans la rue ou un peu partout dans des accidents et autres, à mon avis, sont, avant que la personne arrive à l'hôpital, sont des gens extraordinaires. Je trouve qu'ils font montre d'un professionnalisme. C'est pas drôle. Oui, et puis, mais moi je trouve souvent on n'en parle pas de ça. Et concernant les médecins, bon là actuellement il est question des difficultés, mais il faudrait dire que grâce aux médecins, il y a bien des gens qui s'en trouvent mieux. Évidemment, vous allez dire, ben, en autant qu'ils voient le médecin, puisqu'il y a 12 heures ou 10 heures d'attente. Bon, mais ça demeure une problématique administrative, là, qui, je l'espère, saura être réglée. Mais moi, je le vois par les gens que je côtoie, on a confiance aux médecins. C'est quelqu'un en qui on remet notre santé, puis on dit, oh, ça va pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Par ailleurs, il a été dit, on en met peut-être trop sur le dos des médecins. Parce que il y a une partie qu'on peut prendre sur soi. Assumer la responsabilité de sa santé, c'est déjà une première étape. Oui. Surveiller son tour de taille, marcher tous les jours. En effet, Jean. Et c'est souvent, on va dire, ben, le médecin, on va aller voir le médecin. Oui, mais les cas, c'est pas toujours des cas graves, des conditions graves, telles qu'il a été évoqué. Et pour avoir été à l'urgence, en tout cas, moi, c'est pas un jugement, mais c'est comme un constat. Il y avait beaucoup de monde, et puis bon, je me dis, il y avait des gens là qui n'étaient pas des cas d'urgence. D'où le fameux tri, d'ailleurs, on appelle ça un trieur. Par chance, parce que ça serait abominable. Mais il faudrait qu'il y ait une autre voie. Ben, il y en est question aussi, pour que les gens qui ont, j'allais dire, un petit bobo, mais qui voient très grand, puissent avoir accès à une ressource sans nécessairement passer par l'urgence, parce que ça se congestionne d'une façon terrible. Et si on regarde comme il faut, il y a de ces gens-là qui pourraient être traités ailleurs qu'à l'urgence. Évidemment, là, je reviens là-dessus, je fais pas référence aux conditions graves, où là, il y a été question de conditions cardiaques ou autres, où il faut absolument intervenir. Oui. Alors, moi, je trouve que on a, comme société, parce que je trouve qu'on est parfois très muet, on a comme société à prendre nos responsabilités et pas toujours tout remettre sur le dos des soignants et se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour améliorer, pour prendre en charge ma santé moi-même. Deuxièmement, il a été dit, parce que ma mère a 91 ans, il a été dit que avec la médecine, avec les soins, l'aide et tout, on prolonge la vie, n'est-ce pas? Dans le temps de nos grands-parents, il y en a qui mouraient à peut-être 90 ans, mais on mourait plus jeune parce que, il y a un contexte de vie, etc. Ben, c'est pas parce que on prolonge la vie qu'on cesse de vieillir. Alors là, on se retrouve avec des gens qui prennent beaucoup de médicaments, qui continuent de vieillir et moi, je pense qu'on a une prise de conscience à faire là-dessus. Je dis pas qu'il faut pas prolonger la vie, là n'est pas la question, mais que prolonger la vie, c'est aussi prolonger la vieillesse. Et moi, je connais des gens âgés, ils en veulent pas de cette prolongation-là. Il y en a d'autres qui s'accrochent à la vie, parce que vous avez évoqué la question de la mort et du rapport qu'on y a. Alors, il y a des gens, pas juste des gens âgés, mais des gens qui s'accrochent à la vie d'une façon absolue, et d'autres qui se disent, si j'ai pas une qualité de vie,
je ne veux pas continuer. Parce que moi, je trouve que il faut savoir reconnaître ça. D'ailleurs, ça a été reconnu qu'il y a des gens qui, face à des traitements, d'ailleurs, on a le droit de refuser d'être traité, et qui disent, moi, j'en ai assez. Mon cas est irréversible, ça nécessiterait une chirurgie majeure et j'aurais des handicaps par la suite. Moi, je pense qu'il faut savoir bien évaluer ça et en parler avec la personne, dire, bon, voici ce qui arrive si on opère, voici ce qui arrive, pour que la personne soit consciente. Oui. Mais il est vrai qu'on est dans une société qui met à l'écart le plus possible notre finitude et notre mortalité. Ah là, c'est la santé à tout prix, la santé à tout prix, à tout prix, à tout prix. D'accord, il faut faire tout ce qu'il faut pour être en santé, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une finitude à rencontrer et ultimement la mort. Est-ce qu'on peut dire, je voudrais pas développer trop un thème là-dessus, on aura d'autres émissions pour le faire, mais est-ce que c'est pas aussi le fait que dans notre société, ce qui est mourant, fini, non recyclable, on va dire ça comme ça, oui. C'est comme s'il y avait une gestion de déchets quelque part. Oui. On sent que les gens sont... parce qu'il y a eu un temps où, vous en avez parlé, la personne qui mourait, disons, à domicile, il y a encore des gens qui meurent à domicile, mais on parle au niveau d'une culture de la mort, si on veut. Bon, il y avait les gens autour, il y avait des cérémonies, il y avait le prêtre, bon. Maintenant, d'ores et déjà, quand on vieillit, on se retrouve souvent seul. Et puis, évidemment, par la suite. Mais faudrait voir jusqu'à quel point je reviens à ça parce que je trouve qu'on leur demande beaucoup. Puis après ça, on les juge s'ils ne le font pas. On demande beaucoup aux médecins. On voudrait que finalement, ils aient toutes les réponses, qu'ils nous guérissent sur le champ. Et est-ce qu'on peut pas dire que c'est les nouveaux prêtres? Vous parliez de prêtres tout à l'heure, c'est les magiciens. D'une certaine façon. Formule, d'une certaine façon. Rite, oui. Parce qu'ils ont les connaissances pour régler des choses au plan de la santé et de la vie que nous n'avons pas. Et bien sûr que les gens font énormément confiance aux médecins. Et avec raison, je dis pas que c'est pas correct, là. Il faut faire confiance à quelqu'un, en quelque part. C'est ça. Oui. Mais peut-être aussi briser le monopole, dans ce sens que, bien sûr, on lui en met sur le dos, mais lui, il veut pas non plus que la super infirmière en fasse trop. Il veut pas que le pharmacien règle les problèmes directement dans son comptoir. Oui. Il veut pas que le paramédical, enfin, j'exagère, mais il y a une chasse gardée. Oui, hein, il y a un problème là. Il y a une chasse gardée, oui, mais comme il a été dit, en Ontario, les choses commencent avec les infirmières, les super infirmières et tout ça. Il y a des ouvertures qui se créent et ça permet de désengorger le système. C'est ça. C'est ça aussi. Alors, oui, il y a peut-être une question de mentalité à changer pour faire en sorte que on ait des voies d'accès qui permettent de... Moi, je dis, parce que au niveau des urgences... Il y a vraiment des engorgements. C'est ça. Mais vous parliez de l'Ontario. Oui. Moi, ça m'ouvre une porte parce que on constate aussi que dans les politiques sociales, nos amis anglophones sont beaucoup plus doués pour faire du communautaire et une espèce de vie de quartier qui se supporte elle-même, alors que les latins que nous sommes, les francophones que nous sommes, il y a un problème. Alors, on va isoler le problème, on va le définir, puis on va mettre des murs autour, on va mettre une institution, et puis on va mettre des spécialistes là-dedans, évidemment. Donc, on va enfermer la mort, on va enfermer la maladie, on va techniciser la maladie. Alors que
il me semble que dans le monde anglophone, c'est plus, et peut-être le monde protestant d'ailleurs au niveau de la culture, penser au maintien à domicile, aux solidarités de voisinage, à l'action de prévention vis-à-vis de la jeunesse, avec tous les problèmes que ces jeunes traversent. Chez les anglophones, on a l'impression, en tout cas, que les choses se passent mieux. Mais il y a eu un certain temps, Jean, un temps certain, où la question de la solidarité entre humains était peut-être plus... Il y avait une valeur, en tout cas, disons. Bon, sans doute prônée par l'Église, mais néanmoins. Il y avait une solidarité, on s'aidait, on laissait pas quelqu'un tout seul, ça se faisait. Tandis que là, on est dans une société de consumérisme. Et puis, c'est, bon, la pertinence, et puis c'est être le meilleur, puis etc., etc. Alors, à ce moment-là, on devient plus égotiste. Oui, on est plus centré sur mon, moi, je. Et puis, bon, avec ce que ça implique comme conséquence. Mais c'est sûr que si moi, ma vie, c'est moi, ma vie, ben ça s'arrête là, en autant que moi, je fonctionne bien. Tendre la main, faire quelque chose, savoir qu'il y a une dame âgée qui vit seule, ou essayer de lui apporter un café, ou je ne sais quoi. Des fois, on pense que c'est gros ce qu'il faut faire. Mais dans certaines situations, c'est simple. Mais il s'agit de donner de soi-même. C'est ça aussi. Alors, par rapport à ça, j'ai hâte d'entendre Alain Vadeboncoeur tantôt, mais finalement, je suis monsieur moyen, tranquille, dans mon coin, et quand je regarde ce qui est à ma disposition dans les ressources du milieu, je parle pas de l'argent, je suis dans la classe sous-moyenne, j'ai ce qu'il faut pour vivre, mais pas davantage. J'ai une énorme balloune qui s'appelle un réseau hospitalier, mon Dieu, je ne sais pas par où le prendre, par le 911, oui d'accord, mais enfin, c'est pas ça qui va... Je vais arriver à l'urgence, je vais attendre 7-8 heures peut-être pour un petit bobo, donc c'est très difficile. Alors que ça a été considéré comme magique dans les années 60, c'était vraiment la révolution tranquille. Et puis le gros système hospitalier, puis là-dedans, j'espère que je vais tomber sur un savant, c'est dans ma tête un savant, un connaissant, comme on dit, qui va m'amener, ça y est, docteur, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, c'est assez... On a autrement dit créé des espèces d'énormes appareils qui nous entourent, qui nous étouffent en même temps, qui coûtent un fric dingue, alors que effectivement il pourrait y avoir, bon, je suis en train de le promouvoir moi sur Hochelaga-Maisonneuve, des groupes de proximité solidaire, des GPS. Il pourrait y avoir juste des petites chaînes, pas des affaires monstrueuses, mais une prise en charge civique ou citoyenne de la santé, juste emmener la dame à l'hôpital sans qu'on soit obligé de dépenser $120 d'ambulance, par exemple. Bien sûr, hein. Oui, moi, ça va me coûter $2 de gaz, donc c'est pas compliqué, ça. Des petites choses comme ça qui assuraient une vigilance et qui, je pense pas autrement dit que la solidarité est disparue particulièrement avec notre société, mais elle n'est pas stimulée, organisée, animée, comme on dit. Vous pensez ça? Oui, ben moi je trouve que la solidarité n'est pas disparue complètement, mais c'est peut-être l'organisation, comme vous dites, de cette solidarité-là. Et il faut comprendre aussi que lorsque quelqu'un a un bobo, qui peut être petit, souvent c'est l'angoisse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Il y a tout un rapport qu'on a à la santé qui parfois est très, très, très angoissant. Si j'ai une petite rougeur, oh mon Dieu, c'est peut-être un cancer. Et puis, je trouve que il y a des gens qui, comment je pourrais dire, qui partent dans un contexte d'anxiété épouvantable. Bon. Ils se retrouvent à l'urgence, bien sûr, pour se faire dire que finalement, c'est pas grand-chose. Alors, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect psychologique aussi. C'est ça. J'allais dire peut-être l'aspect anthropologique bien aussi. Sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, puis là, je voudrais encore ouvrir une petite porte, et surtout, c'est pas de la nostalgie dans ma tête.
quand on pensait, quand nos grands-mères, nos arrière-grands-mères pensaient que la vraie vie, c'était pas maintenant, on était en propédeutique, en fait. On était en stage. Et puis, un jour, à force d'avoir lavé des lessives ou de s'être fait battre par son mari, etc., et d'avoir torché les enfants, on atteignait le paradis avec peut-être un super stage au programme. Bon, il y avait une continuité et il y avait un avenir. Alors, je parle au niveau anthropologique. Maintenant, ce type de conviction est assez peu partagé, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même l'impression que c'est un peu ringard. Est-ce que c'est pas ça qui bouscule le système, le rapport à la mort? Bien sûr. C'est vrai que c'est très angoissant d'avoir un petit nodule qui annonce un mélanome et un cancer de la peau. Si je vais mourir et puis c'est fini, c'est terminé. Oui. C'est sûr que la conception qu'on a de la vie et de la mort joue beaucoup sur notre compréhension et sur notre rapport à notre santé, à notre devenir et au vieillissement. Le vieillissement qui n'est pas une maladie, soit dit en passant, et puis qui nous amène ailleurs. Ailleurs, là, je parle de la mort. Maintenant, en ce qui concerne y a-t-il quelque chose ou pas quelque chose, je me dis, on est dans une société multiculturelle. Nous avons eu les avatars, si on veut, de grosses chicanes, puis de tout ce que vous voudrez au niveau des croyances. Bon, maintenant, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la multiplicité dans la façon de concevoir, est-ce que oui ou non, il y a quelque chose. Il n'y a pas de ligne directrice absolue. Bon. D'un point de vue médical, on peut dire, bon, ça dépend peut-être des médecins aussi, que lorsque, au niveau du cerveau, du cœur, bon, ça s'arrête, il y a des grandes chances que la personne soit décédée. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont été remis en ligne, mais il reste que chacun a une conception. Puis moi, comme je vous ai déjà dit, Jean, pour moi, la mort, c'est pas une condamnation. Vous savez, on est condamné à mourir, mais quelle patente! Non, pour moi, ça fait partie du devenir. Je regarde, bon, à l'automne, quand les feuilles tombent, puis qu'elles sèchent, puis bon, elles deviennent autre chose, si on veut. Mais ça dépend comment on éduque les enfants, ça dépend comment on a été éduqué soi-même. Mais pour moi, c'est pas... oui, on est, entre guillemets, voué à mourir un jour, mais c'est pas une condamnation. À moins, évidemment, si c'est un accident, un jeune enfant, tout ça, on va trouver que c'est injuste, et avec raison. Vous savez, ça dépend, là, il y a plusieurs façons d'aborder On va d'ailleurs aborder ça certainement parce que dans les écrits d'Alain Vadeboncoeur, on retrouve d'ailleurs son père là-dessus, la notion d'entropie est toujours présente, hein, oui. comme une fatalité, une espèce de victoire finalement. À la fin, le soleil va mourir lui-même, c'est ça finalement, mais on faut tenir bon. Oui, c'est ça. On sent du Camus là-dedans. Alors, on va aller retrouver le docteur Alain Vadeboncoeur. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, je vous propose qu'on commence par une citation d'Alain Vadeboncoeur, qui est reprise dans un article de Louis Cornélier, qui a beaucoup apprécié votre livre. Et il dit simplement ceci: l'entropie est la règle, rappelle Vadeboncoeur, ça c'est vous, et il est surprenant que la vie se développe sur Terre, même si l'univers tend plutôt vers le désordre. Aussi, ajoute le médecin en empruntant des accents camusiens, Albert Camus, dans ce contexte déprimant, la vie est donc une surprenante, fragile et courageuse anomalie perdue dans un univers voué à sa perte.
c'est pas mal, quand même. Oui, c'est fort, c'est fort. Autrement dit, ça m'a fait penser à ça, mais je ne veux surtout pas vous mettre sur la tête quelque chose qui serait trop lourd comme personnage. Sisyphe. Et Sisyphe, dans la mythologie grecque, on lui envoie la mort, il arrive à la séduire, puis à l'attacher à un rocher, il n'y a plus personne qui meurt, aïe aïe. Autrement dit, il n'y a plus d'entropie. Et là, ils sont obligés d'employer les grands moyens, et on connaît l'histoire de la roche qui est... Bon. Hein? Sauf que Sisyphe fait du surplace, parce qu'il monte et descend toujours la même pente. Oui, mais c'est sa dignité. Vous aussi, vous avez des cas ce soir, vous en aurez demain, vous en aurez tout le temps, vous arrêterez pas. Mais dans ma petite individualité, je suis d'accord. Mais fondamentalement, la vie, quand je dis que c'est un paradoxe, il y a des règles en physique là, qui montrent que l'univers, son niveau de désordre s'accroît. Et la vie, c'est vraiment un phénomène paradoxal face aux règles générales. Parce qu'il y a une complexification évidente. Là, évidemment, il faut être évolutionniste pour croire ça. Là, mais, donc, entre la vie dans ses débuts et ce qu'on est devenu, autrement dit, c'est pas seulement une répétition du même, c'est une évolution vers ce qu'on est à la fois, dans le fond, le produit de ça, puis évidemment, c'est nous qui le transmettons là, comme être vivant. Mais il reste que c'est une complexification. Et ça, qui, au moins dans une bulle temporelle assez large, a eu un effet assez impressionnant. Donc, je dirais que je fais la différence avec quelque chose qui est en surplace, parce que la vie n'est pas en surplace. Au contraire, elle évolue. Comme individu, on est né de quelque chose de très simple et qui s'est complexifié. Et comme espèce et comme entité vivante aussi. Mais justement, enfin, on ne va pas rentrer dans le débat philosophique, mais effectivement, comme vous l'avez dit, si au niveau individuel et personnel, effectivement, il y a la mort au terminus, comme il y a la mort dans votre expérience subjective d'urgentologue, collectivement, c'est tout à fait autre chose qui se passe grâce à toute une série, jeu de mots, de médecine qu'on a appliquée à notre condition. Oui, mais la médecine a un très petit rôle à jouer là. Oui. Fondamentalement, moi, je nous vois beaucoup comme des penseurs. On est à un moment et on transporte quelque chose. Essentiellement, ça a l'air assez froid de le dire comme ça, mais on transporte essentiellement un code génétique qui se complexifie, qui s'est complexifié, et on est des penseurs là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui est la mort individuelle qui il me semble absolument évidente. Là. En tout cas, il y a très peu d'évidences que je connais qui vont dans le sens contraire. Mais au-delà de ça, il y a une continuité qui est celle des générations et de la vie et de la société, là, et de la culture même, qui est emportée dans ce tourbillon-là. Mais ce que nous appelons la santé ou notre idéal de santé risque là aussi d'avoir une histoire très, très différente dans les 5-10 années. On voit au niveau technologique, c'est fou. Hier, je lisais un écrivain qui disait « L'écriture n'a que 5000 ans, mais l'histoire humaine a plusieurs millions d'années, enfin, peu importe le nombre de zéros qu'il y a derrière. Autrement dit, on est là. On est sur le bord de quelque chose, puis ça va basculer certainement dans quelque chose qui va peut-être un peu déposséder un certain nombre de corporations médicales ou paramédicales, mais qui va être une prise en charge technologique de la santé qui va pouvoir, j'allais dire, se débarrasser, pas forcément complètement, mais en grande partie de l'acte médical tel qu'il est actuellement. On n'aura plus besoin de reconnaître les médecins avec leur stéthoscope autour du cou parce qu'ils vont l'avoir, on va avoir un stéthoscope personnalisé. Ben, il faut être visionnaire pour le dire, parce que dans le fond, il y a 25 ans, on aurait eu beaucoup de difficultés à imaginer une bonne partie de la médecine d'aujourd'hui. Bon. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Il reste que la médecine, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et la médecine scientifique, ça n'a même pas 60 ans, 70 ans à peine. Là. Donc, c'est tout à fait récent comme découverte. Et que la médecine commence à avoir du sens. Hein. On appliquait jusqu'au 19e siècle la médecine des humeurs, et c'est ça qu'on enseignait. Là. En fait, bon, de mon point de vue, c'est absolument n'importe quoi. Là. Et ça n'a aucune valeur scientifique, sinon un espèce d'effet placebo là, énorme là, du rôle du médecin. Mais il reste que la médecine scientifique est très récente, effectivement. Okay. Je suis incapable de prédire à quoi elle va ressembler dans 20 ans, honnêtement. Jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va réussir à prolonger la biologie? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'au-delà de 85-90 ans, ça va être extrêmement complexe de vraiment prolonger les gens au-delà de ça. Puis à part vieillir mieux, peut-être, on vieillit mieux qu'avant. Est-ce qu'on va vivre plus longtemps? Ça reste une question ouverte, ça.
Oui, puis peut-être qu'il faut dire, moi je dis souvent, heureusement d'ailleurs pour le ministre actuel et ses successeurs, 90% des gens meurent en bonne santé. Vous avez eu un arrêt du cœur, ça dure 4-5 jours, ou bien un arrêt cérébral, peu importe. C'est pas ces maladies longues et chroniques qui durent des années. Ça, c'est vrai pour maximum, quand on regarde les gens qui sont institutionnalisés dans les CHSLD, etc., même si on manque de place partout. La mort lente, c'est un phénomène, pas marginal parce que coûteux, mais c'est pas un phénomène majoritaire pour la plupart des gens, au contraire maintenant. Je voudrais qu'on insiste aussi sur, on en a parlé, sur l'aspect, il y a une énorme machine qui s'appelle l'État-providence. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé par rapport à ça? On faisait allusion à la Chine tantôt, aux médecins aux pieds nus. J'ai jamais été maoïste, c'est pas ça, là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité qu'un défi aussi social, aussi complet dans toutes ses facettes, soit effectivement pris en charge par les médecins et tout le personnel, mais surtout par monsieur, madame, tout le monde? On en parlait tous les deux. Ben, je veux dire, ça dépend de quoi on parle. Mais la médecine, disons, les soins hospitaliers, ça peut difficilement être autre chose que l'État qui prend ça en charge. Mais même aux États-Unis, la moitié du budget de la santé est public. Il faut se méprendre là-dessus. Ici, c'est 70 %. En Europe, c'est 80-85 %. Cette médecine lourde-là ne peut être prise autrement que par une mutualisation. Je veux dire, il faut se mettre ensemble pour faire ça. C'est assez évident. Est-ce que les gens ont une responsabilité qui pourrait, comme vous avez mentionné, faire beaucoup plus pour leur santé? Je pense que oui, jusqu'à un certain point. Mais c'est des choses extrêmement simples. Et c'est vrai que la communauté est un peu disparue là, pour ces choses-là. Et vous parliez tantôt de l'urgence comme un lieu de recours. Je pense que oui, les médecins ont remplacé les prêtres et l'urgence a remplacé un peu l'Église. Dans une urgence générale, on reçoit toutes les détresses. Oui. C'est pas juste la détresse physique, là, c'est la détresse mentale, la crise. On dit souvent même que les gens qui causent, supposons, un accident sont soignés pour un choc nerveux. Tu sais, dans le fond, bien sûr. C'est fascinant. Ça. Ils vont à l'urgence parce qu'évidemment, ils ont fait quelque chose qui les dépasse. Là. Et donc, oui, c'est un lieu d'accueil universel. Et ça en fait un lieu très, très particulier pour moi parce qu'on voit tout à l'urgence. On voit tous les gens, on voit tous les types, on voit toutes les crises, on voit toutes les détresses. Peut-être ce que voyait le prêtre il y a 100 ans. On a l'impression parfois, je ne veux pas démarrer un débat houleux, mais quand on rentre dans une urgence, effectivement, qu'il y a une atmosphère un peu comme une église, un peu comme une chapelle, un peu, oui. C'est comme si on est dans un cocooning. Il y a des prêtres, mais il y a des sacristies en arrière. On ne sait pas très bien ce qui se passe à travers les portes. Écoutez, vous avez parlé de chamanisme tantôt. Oui. Dans l'acte médical, vous parliez de confiance. Oui. C'est pas juste qu'on donne sa confiance au médecin. La confiance fait partie de la relation avec un médecin. Je veux dire, si vous aviez à vous faire ouvrir le ventre, vous devez avoir confiance dans votre chirurgie. Oui. Sinon, ça risque d'être assez difficile comme situation. Donc, la confiance, c'est beaucoup plus qu'on donne sa confiance. Ça fait partie de la relation médicale. Et effectivement, les gens viennent à l'urgence, entre autres parce qu'ils sont très anxieux de mourir. Et ils ont l'impression que la palpitation, la douleur va les mener à des choses très graves. Et ils ont besoin de retrouver quelqu'un qui va les mettre en confiance. Bien sûr. Et ça, c'est l'aspect relationnel. Oui. Mais ça fait partie de la relation thérapeutique. Et c'est même une efficacité de la relation thérapeutique. On parle d'effet placebo, mais c'est très, très vaste, ça. OK. Mais de la même façon que l'angoisse de la mort était portée par des rituels, par des pleureuses qu'on payait si on était très riche, sinon des pleureuses bénévoles, etc. Il y avait tout un apparat social qui était protecteur. Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas perdu, comme le disait Thérèse tantôt, on n'a pas perdu un peu le bébé avec l'eau du bain juste en créant ou en basant le système sur une relation majeure qui serait cette fameuse relation de confiance et de confidence entre le super technicien et puis le malade angoissé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens mourir, puis j'ai vu aussi beaucoup de familles réagir à la mort. Puis là, je parle de centaines. Ce que je constate, c'est que d'abord, les rituels, je ne dirais pas rituels, mais les attitudes sont très, très proches. Peu importe la culture, peu importe le type de personne, l'âge. Quand quelqu'un perd un proche, il est en détresse, souvent il pleure, il va être en crise, etc. Et dans le fond, on a certains rituels, on les accompagne, on les aide, etc. Mais c'est très peu codifié comme
C'est souvent le cas dans les religions, dans toutes les cultures. Mais il reste que ces moments-là, à mon avis, ça ressemble beaucoup d'un à l'autre. Moi, je suis frappé à quel point, peu importe qui tu es, si tu perds ta mère ou ton frère, ça ressemble pas mal toujours. Et à ce moment-là, il n'y a pas de choses complexes que je fais. Moi, je suis là, j'accompagne. Effectivement, il y a des médecins qui prennent pas le temps d'accompagner un peu. Moi, j'ai pas tant de temps que ça, mais 5-10 minutes passer avec la personne, vraiment l'accompagner. Pour moi, ça fait partie des rituels. Puis ça s'est peut-être déplacé. Dans une urgence, il y a des rituels. Il y a le médecin qui rencontre, qui annonce. Il y a le contact avec le défunt. Il y a l'infirmière qui va avec le patient, avec les gens. Donc, c'est une forme de ritualisation aussi qu'on essaie de bien faire, mais qui est très différente, effectivement, de ce qui se vivait il y a 100 ans. Moi, c'est pour ça que peut-être que les mentalités changeront en conséquence, mais quand vous avez parlé d'une médecine très technique, le médecin n'aura même pas besoin de ceci, cela, être traité par un ordinateur, là, je fais... Ça évitera quelques erreurs, des fois. Je sais pas, je trouve ça un peu froid. Peut-être que, comme je disais, rendu là, les mentalités auront changé, parce que y a bien des choses qui changent dans la vie, mais ça m'apparaît très, très froid, ce que vous dites. La technique, puis mais la personne qui est là, dans sa fragilité, là, qu'est-ce qui arrive? On va rester sur cette question-là, très chaleureuse. Et si vous voulez bien, je préviens tout de suite, les livres que je présente, c'est pas les derniers livres du jour, les dernières thèses. Non, je prends ça dans ma bibliothèque de Québécois moyen, tout simplement. Et j'essaie de faire un bon amalgame. Par exemple, santé et inégalité sociale, parce que il y a un problème là par rapport aux accessibilités de plus en plus importantes. Et à la santé. Oui, bien sûr. Donc, de Ginette Paquet, c'est à l'Institut de recherche sur la culture. J'ai repris Demain la santé de Yannick Villedieu, qui est vraiment une Bible dans laquelle il parle aussi des inégalités, mais aussi des aspects sociaux et culturels. Notre ami Thierry Pauchant, qui est venu déjà ici il y a quelques semaines, prof à HEC, c'est sur la quête du sens. Autrement, c'est pas du tout... Pauchon, c'est pas un spécialiste de marketing, contrairement à ce qu'on pense, mais il faut bien qu'il gagne sa vie. La quête du sens, donc, aux éditions, on va vous la retrouver à HEC. Bon. Puis je ne pouvais pas terminer. Alors, je rappelle évidemment Alain Vadeboncoeur, les acteurs ne savent pas mourir. Puis on apprend notamment là-dedans beaucoup de choses sur un très beau chapitre sur la mort de Pierre, Pierre Vadeboncoeur, dont voici un des livres, là, il en a écrit, c'est vraiment 4 heures par jour par rapport à la régularité. 3 à 4 heures. C'est ça. Il y a un médecin qui lui posait des questions sur sa régularité. Alors lui, il a dit, j'écris 3 à 4 heures par jour. Il faut dire que c'était un médecin-auteur. Donc il y avait une confusion dans les gens. Essai sur une pensée heureuse aux éditions Boréal, qui sont, comme chacun le sait, un très, très bon éditeur. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc la semaine prochaine, si vous voulez bien, pour un nouveau rendez-vous, pour un nouveau dialogue.